J'ai tué mes parents ce soir-là. Non pas avec un couteau ou un poison. Mais avec des mots que j'ai ruminés pendant des années. Des mots qui ont fissuré leur empire familial comme une crevasse dans le béton armé de leur fierté. Ils m'ont regardé. Ces deux statues de chair et d'argent. Et ont osé me sourire en m'annonçant que j'étais l'invisible. La fille sans part. La brebis galeuse qu'on jette au loup pour que les autres puissent festoyer. Et le pire? J'ai ri. Pas de joie. Non, d'un rire qui sonnait comme le craquement d'une branche morte sous le poids d'un corps trop lourd. Parce que ce jour-là, j'ai compris que l'amour n'était qu'un mensonge fiscal. Et que la vengeance, elle, payait en or pur. Je m'appelle Élise Moreau. Et si vous pensez que Paris est une ville de lumières éternelles, c'est que vous n'avez jamais marché ces rues la nuit avec le poids d'une trahison sur les épaules. J'avais 32 ans ce printemps-là. Un appartement minuscule dans le Marais qui puait le renfermer et les regrets. Et un boulot de correctrice freelance qui me permettait à peine de payer les factures sans mendier des avances à mes frères et sœurs, ces parasites que j'appelais famille. Ma vie était un fil tendu entre l'indifférence et la rage contenue. Un équilibre précaire que j'avais appris à maintenir depuis l'enfance. Quand papa et maman, ces piliers de la bourgeoisie lyonnaise, avaient décidé que j'étais le vilain petit canard dans leur mare d'or. Le coup de fil est arrivé un mardi midi. Alors que je mâchonnais un sandwich au jambon trop sec devant mon ordinateur. Les doigts tachés d'encre rouge sur les marges d'un manuscrit raté. C'était maman. Sa voix sucrée comme un pastis éventé. M'invitant à dîner chez eux. Dans leur villa de la Côte d'Azur. Viens. Ma chérie. Il y a des nouvelles importantes. Toute la famille sera là. Toute la famille. Ces mots me nouèrent l'estomac. Mes deux frères aînés. Antoine et Laurent. Les Golden Boys de la banque familiale. Mariés à des blondes siliconées qui collectionnaient les sacs Hermès comme des trophées de guerre. Et ma sœur. Camille. La parfaite petite avocate. Avec ses trois gosses qui hurlaient comme des sirènes d'alerte incendie. Moi? La dernière? L'oubliée. Celle qui avait fui Lyon à 18 ans pour Paris. Emportant rien d'autre qu'un sac à dos et une valise pleine de silence. Je n'ai pas hésité longtemps. Peut-être par masochisme. Ou parce que quelque part, au fond de ce cœur que j'avais endurci comme du cuir vieilli, j'espérais encore un miracle. Un héritage? Une reconnaissance tardive? Ridicule. J'ai réservé un billet TGV pour Nice. Et 2 jours plus tard, je descendais du train sous un soleil qui cognait comme un marteau sur l'enclume de mes nerfs. La villa des Moreau se dressait sur les collines de Villefranche-sur-Mer. Un monstre de pierre blonde et de tuiles rouges. Avec vue sur la Méditerranée qui scintillait comme un mensonge prometteur. Papa m'a accueilli sur le seuil. Son costume 3 pièces impeccable malgré la chaleur. Une main ferme sur mon épaule qui sentait le cigare cubain et l'autorité non négociable. Élise. Ma fille. Tu as maigri. Paris te ronge. Sa voix était un grondement bas. Paternaliste? Comme s'il commentait le cours de la bourse plutôt que ma vie en miettes. Le dîner s'est étiré comme une agonie lente. La table était un champ de bataille orné, caviar beluga sur blinis croustillant. Magret de canard rosé saignant sur lit de truffes noires. Et un château Margaux 1982 qui coulait dans les verres comme du sang noble. Antoine riait fort, racontant ses dernières fusions-acquisitions à Genève. Sa femme pendue à ses lèvres comme un accessoire de mode. Laurent, plus discret, hochait la tête en sirotant son vin. Ses yeux calculateurs glissant sur moi comme pour évaluer ma valeur marchande. Camille. Elle, minaudait avec les enfants. Les gavant de dessert au chocolat pendant que maman distribuait des sourires mécaniques.
Moi. J'étais l'invité fantôme. Hochant la tête au bon moment. Riant aux blagues nulles. Mais sentant déjà le piège se refermer. Pourquoi m'avait-il fait venir? Pas pour le plaisir de ma compagnie. Ça, je le savais depuis toujours. C'est après le café. Quand les domestiques ont débarrassé et que les gosses ont été renvoyés à leur iPad. Que papa a claqué des doigts. Un geste sec. Impérieux. Comme s'il dirigeait une salle de réunion plutôt qu'une famille. Les enfants? Asseyez-vous. Nous avons à parler. Sa voix avait perdu son vernis convivial, elle était maintenant tranchante. Comme la lame d'un scalpel. Maman s'est redressée. Ses perles fines serrées autour du cou comme un collier de strangulation. Et a posé une enveloppe Kraft sur la table. Jaune pâle. Scellée d'un cachet de cire rouge. Elle portait l'empreinte du notaire de la famille. Maître Duval? Un vautour en costume qui avait rédigé tous nos contrats depuis ma naissance. Notre testament, a annoncé papa. D'un ton qui n'admettait pas d'interruption. Nous avons décidé de le mettre à jour. À notre âge. Il est temps de clarifier les choses. Les yeux d'Antoine se sont plissés. Curieux mais avide, Laurent a redressé sa cravate. Sentant l'odeur du fric, Camille a souri. Confiante dans sa place de favorite. Moi? J'ai senti un froid glacial remonter le long de ma colonne vertébrale. Malgré la brise tiède qui entrait par les baies vitrées. Papa a ouvert l'enveloppe. En extrayant une liasse de papier craquant. Et a commencé à lire. Sa voix monocorde comme un bulletin météo annonçant une tempête. Tout notre patrimoine immobilier, la villa de Villefranche. L'appartement parisien. La maison de campagne en Bourgogne où ira à parts égales à Antoine. Laurent et Camille. Une pause. Un regard circulaire pour s'assurer que nous buvions ces paroles. Les actions de la banque Moreau et Fils. Le portefeuille boursier. Les comptes d'épargne, même répartition. Élise. Il s'est arrêté là. Me fixant pour la première fois depuis le début de la soirée. Ses yeux. D'un bleu délavé par les ans. Étaient durs. Impitoyables. Élise recevra une somme symbolique de 10 000 euros. Pour ses besoins immédiats. Nous estimons que cela suffit pour une fille qui a choisi de vivre. Indépendamment. Le silence qui a suivi était un vide abyssal. Un trou noir qui aspirait l'air de la pièce. Antoine a toussé. Mal à l'aise, Laurent a murmuré un félicitations forcées, Camille a tendu la main vers la mienne. Mais je l'ai retirée comme si elle portait la peste. Maman a ajouté. D'une voix douce amère, c'est pour ton bien. Ma chérie. Tu as toujours été si rebelle. Nous ne voulons pas que l'argent te corrompe davantage. Corrompre? J'ai éclaté de rire. Un son rauque qui a fait sursauter les verres sur la table. Rebelle? Parce que j'avais refusé d'épouser le fils d'un client de papa à 20 ans? Parce que j'avais fui l'université de droit pour écrire des livres que personne ne lisait? Parce que je n'avais pas pondu d'héritier pour perpétuer la dynastie Moreau? J'ai quitté la table sans un mot. Mes talons claquant sur le marbre comme des coups de feu. Dehors. La mer Méditerranée murmurait ses secrets indifférents. Et j'ai vomi dans les buissons de jasmin. Le goût acide du vin se mêlant à la bile de la trahison. Ce n'était pas l'argent qui me rongeait et 10 000 euros. C'était peanuts pour eux. Une aumône jetable. Non. C'était l'effacement. L'aveu que j'avais été une erreur. Un accident à corriger post-mortem. Dans ma chambre d'invité. Une suite princière avec vue sur l'infini. J'ai passé la nuit à fixer le plafond. Les larmes séchant sur mes joues comme des traces de sel sur une plaie ouverte. Et là. Dans le noir.
Une graine a germé, la vengeance. Pas une lame dans le dos. Non, quelque chose de plus subtil. De plus corrosif. Un poison lent qui rongerait leur empire de l'intérieur. Jusqu'à ce qu'ils se voient tels qu'ils étaient, des monstres drapés de soie. Le lendemain matin. J'ai faim, la gratitude. Un petit déjeuner guindé. Des merci le murmuré. Des embrassades forcées. Ils m'ont raccompagné à la gare. Papa glissant l'enveloppe dans ma main comme un pourboire à une serveuse. Prends soin de toi. Élise. Et souviens-toi, la famille. C'est sacré. Sacré? J'ai hoché la tête, souriant intérieurement à la saveur ironique de ces mots. Dans le train qui filait vers Paris. J'ai ouvert l'enveloppe. Pas d'argent dedans, juste une lettre de Maître Duval. Confirmant les termes. Et en post-scriptum, votre sœur Camille a été nommée exécutrice testamentaire. Contactez-la pour toute clarification. Camille. Ma chère sœur. Qui avait toujours su comment lécher les bottes paternelles. Je l'ai appelée ce soir-là. Depuis mon appartement. La voix tremblante de feinte émotion. Camille. C'est Élise. Écoute. Pour le testament. Je comprends. Vraiment. Mais dis-moi. Qu'est-ce qui a motivé ça? Juste. Pour que je dorme mieux. Sa réponse a été un torrent de justifications mielleuses, tu sais. Élise. Tu n'as jamais montré d'intérêt pour les affaires familiales. Et avec tes choix de vie. On craignait que tu dilapides tout. C'est pour te protéger. Protéger. Le mot m'a fait grincer des dents. Protéger de quoi? De l'héritage qu'ils avaient volé à notre mère avant même sa naissance? Non. C'était plus profond, une punition pour ne pas avoir suivi le script? J'ai raccroché. Et c'est là que j'ai commencé à creuser. Pas avec des fouilles physiques, je n'étais pas une détective de roman noir mais avec l'arme que je maîtrisais le mieux, les mots. Correctrice de profession. Lectrice vorace. J'avais appris à disséquer les textes comme un chirurgien ouvre un corps. Et ce testament? C'était un texte. Un récit familial écrit par des lâches. J'ai contacté un vieil ami. Un hacker freelance qui vivait dans les bas-fonds numériques de Belleville. Un type nommé Karim qui bidouillait des codes comme d'autres tricotent des écharpes. Élise. Ma belle? Tu veux quoi? Espionner ta famille. J'ai ri. Amer. Pire. Je veux leur passer. Karim m'a livré un dossier numérique en une semaine, des emails volés. Des relevés bancaires piratés. Des photos jaunies scannées de l'époque où papa n'était encore qu'un petit employé de banque et maman une modiste ambitieuse. Et là. Au milieu du fatras. Une pépite, une lettre datée de 1992. Signée de la main de maman. Adressée à un amant anonyme. Mon cher. Si Antoine n'était pas né. J'aurais tout abandonné pour toi. Mais ce fils est mon billet pour la liberté. Antoine. Mon frère aîné. N'était pas le fruit d'un amour pur. Mais d'une transaction. Et il y en avait d'autres, des preuves que Laurent avait détourné des fonds familiaux pour financer sa maîtresse. Que Camille avait falsifié des documents pour un client véreux. Des fissures dans le marbre. Mais le joyau de la couronne? Une clause secrète dans le testament original. Antérieure à la mise à jour. Papa avait prévu une part égale pour tous. Y compris moi jusqu'à ce que Camille conseille de me rayer. Arguant de ma instabilité émotionnelle. Instabilité? Parce que j'avais fait une dépression à 25 ans. Après la mort de grand-mère. La seule qui m'avait aimé sans condition? J'ai refermé le dossier.
le cœur battant comme un tambour de guerre. Ce n'était plus de la vengeance, c'était une croisade. Ils m'avaient effacé? J'allais les réécrire. Ligne par ligne. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des ruines. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de planification. J'ai démissionné de mes contrats freelance. Vendant mes maigres biens pour louer un bureau anonyme dans le 11e arrondissement. Un cagibi avec vue sur un mur de briques. Là, j'ai commencé à tisser ma toile, un blog anonyme. Les ombres de la famille Moreau. Où je distillais des ragots voilés. Des anecdotes inspirées de la vie des puissants lyonnais. Pas de nom au début, juste assez pour titiller les curiosités. Imaginez une fratrie où l'aîné achète son trône avec des mensonges. Et la cadette vend son âme pour un titre. Les clics ont afflué. Les commentaires comme des mouches sur du miel pourri. Antoine a été le premier à mordre à l'hameçon. Un soir, il m'a appelé. Furieux, Élise. C'est toi. Ces saloperies en ligne. J'ai feint l'innocence. La voix chevrotante, quoi? Oh mon Dieu. Toto. Tu penses que je... Non. Je suis juste en train de crever la dalle à Paris. Il a raccroché. Mais j'ai entendu le doute s'insinuer. Bientôt. Les rumeurs ont atteint Lyon, un article dans le Progrès. Anonyme mais pointu. Sur des irrégularités dans les comptes de Moreau et Fils. Papa a convoqué une réunion d'urgence, j'ai reçu les enregistrements audio. Courtoisie de Karim. C'est une chasse aux sorcières. Qui est derrière ça, grondait papa. Et Camille. La voix aiguë, peut-être Élise. Elle a toujours été jalouse. Jalouse? Non. Juste affamée de justice. Le mois d'après. J'ai passé à la vitesse supérieure. Une lettre anonyme à la femme d'Antoine. Avec des photos de lui en galante compagnie à Genève. Son mariage a craqué comme une coquille d'œuf sous la botte. Laurent a reçu la visite d'un inspecteur des impôts. Alerté par mes fuites discrètes sur ses détournements. Et Camille? Oh. Pour elle. J'ai réservé le meilleur, un dossier complet sur sa fraude. Envoyé directement au barreau de Lyon. Son cabinet a fermé du jour au lendemain. Ses clients fuyant comme des rats d'un navire en feu. Pourtant, il ne savait toujours pas que c'était moi. Pas encore. Je les observais de loin. À travers les écrans et les ombres. Sentant la rage se muer en une étrange exaltation. C'était comme corriger un manuscrit défaillant, supprimer les erreurs. Réécrire les faiblesses. Jusqu'à ce que l'histoire tienne debout. Mais au fond de moi. Une voix murmurait, et si tu allais trop loin? Si la vengeance te dévorait avant eux? Je l'ai étouffé avec un verre de rouge bon marché. Et j'ai continué. Parce que maintenant, la machine était lancée. Et Dieu sait que les Moreau ne savaient pas s'arrêter quand ils avaient commencé à broyer leurs propres enfants. Les nuits parisiennes devinrent mes complices. Ces heures sombres où la ville se muait en un labyrinthe de murmures et de néons froids. Je marchais le long de la Seine. Le brouillard automnal s'accrochant à mes épaules comme un manteau de culpabilité. Et je repensais à ce dîner fatal. À ces sourires qui masquaient des crocs. Comment en étais-je arrivé là? À transformer ma douleur en une arme aiguisée. Prête à trancher les liens qui me rattachaient encore à eux. La réponse était simple. Et terrifiante, parce qu'il m'avait appris que l'amour était conditionnel. Un contrat à durée déterminée. Résilié sans préavis. Après la révélation du testament. J'avais sombré dans une spirale que je connaissais trop bien, celle de l'insomnie. Où les souvenirs défilent comme des films muets en accéléré. Je revoyais mon enfance à Lyon. Dans cette maison haussmannienne au plafond haut comme des cathédrales laïques. Où papa régnait en maître incontesté.
Antoine. L'héritier désigné dès sa naissance. Jouer au Petit Prince avec ses maquettes de gratte-ciel, Laurent. Le stratège silencieux. Disséquait déjà les comptes de poche comme un comptable en herbe. Camille. La poupée parfaite. Récitait ses leçons avec une grâce calculée. Et moi? La Benjamine surprise. Née 4 ans après le plan idéal. Je ramassais les miettes, les jouets usés. Les attentions résiduelles. Les reproches voilés pour ne pas déranger le rythme familial. Maman m'avait confié un jour, lors d'une rare confidence alcoolisée, que ma venue était un imprévu charmant. Charmant. Comme un chiot qu'on adopte par pitié, mais qu'on finit par donner à la SPA quand il grandit trop. À l'adolescence, j'avais tenté de me fondre dans le moule, notes impeccables au lycée. Stage à la banque. Même un flirt arrangé avec le fils d'un partenaire d'affaires. Mais quand j'avais annoncé mon désir d'étudier la littérature à la Sorbonne, papa avait explosé, de la poésie? Pourquoi faire? Élise? Gagner ta vie en mendiant des subventions? Sa déception avait été un acide qui rongeait encore mes veines. J'étais parti, coupant les ponts autant que possible. Survivant sur des bourses et des petits boulots. Et maintenant? Ce testament n'était que la cerise sur un gâteau empoisonné, l'aveu final que je n'avais jamais compté. Pourtant, dans les jours qui ont suivi mon retour à Paris, la rage brute s'est muée en quelque chose de plus insidieux, une obsession méthodique. Je n'étais plus la fille blessée, j'étais l'architecte de leur chute. Mon bureau du 11e est devenu un sanctuaire de vengeance. Jonché de notes manuscrites, d'imprimés bancaires, de photos volées via Karim. J'ai appris à naviguer les méandres du droit français, dévorant des traités sur les successions et les fraudes fiscales comme une affamée. Et surtout, j'ai appris à me connaître, cette Élise nouvelle. Aux yeux cernés mais brillants. Qui trouvait un plaisir coupable dans chaque fissure qu'elle provoquait. Le premier craquement majeur est venu d'Antoine. Son divorce a éclaté comme une bulle de savon sous le soleil, sa femme, alertée par mes preuves, a exigé la moitié de ses actifs, plus une pension pour les 2 enfants qu'il avait à peine vu grandir. J'ai suivi l'affaire de loin, via des articles du Figaro et des ragots sur les réseaux sociaux d'amis communs. Antoine, ce colosse au sourire carnassier, s'est effondré en public, une photo volée le montrait titubant hors d'un bar de la rue Saint-Honoré. Les yeux rougis. La cravate de travers. Papa l'a convoqué en urgence à Lyon, j'ai eu l'enregistrement. Bien sûr. Tu as tout gâché. Fiston. Ces rumeurs. C'est une conspiration. Antoine. La voix brisée, père. Ce n'est pas des rumeurs. J'ai merdé? Oui. Mais Élise. Elle sait quelque chose. Elle m'a appelé. L'air de rien. Et puis. Papa a coupé court, Élise. Absurde. Elle n'a pas les moyens. Les moyens. Voilà le talon d'Achille des Moreau, leur mépris pour quiconque n'avait pas un compte en 7 chiffres. Ils ne voyaient pas que j'avais transformé ma précarité en invisibilité. La meilleure arme pour frapper dans l'ombre. Laurent a suivi de près. L'inspection fiscale a débarqué sans crier gare, saisissant des documents qui remontaient à 10 ans. Ces détournements au DE prêt personnel à sa maîtresse. Une danseuse aux Folies Bergères était là. Noir sur blanc. Amplifié par mes fuites anonymes à Bercy. Il a perdu son poste de directeur adjoint. Relégué à un bureau exigu où il triturait des crayons en maudissant le ciel. Sa femme, apprenant la vérité via un colis de photos que j'avais fait livrer, Karim encore. Ce diable a fait ses valises en emmenant leur fille unique. Laurent. L'homme de fer,
a craqué au téléphone quand il m'a contacté, petite sœur. Aide-moi. Ils disent que c'est fini pour moi à la banque. Papa ne me parle plus. J'ai faim la compassion, oh. Lolo. C'est dur. Mais tu sais. La famille. C'est fait pour se serrer les coudes. Qu'est-ce que je peux faire? Il a raccroché en sanglots. Et j'ai souri dans le vide. Sentant le pouvoir couler dans mes veines comme un vin capiteux. Camille. Cependant. Était plus coriace. Avocate chevronnée. Elle flairait les pièges comme un chien de chasse. Quand le barreau a ouvert une enquête sur sa fraude ou un détournement de fonds pour un client influent. Un politicien lyonnais aux mains sales. Elle a riposté avec une contre-attaque féroce, une plainte pour diffamation contre l'auteur anonyme. Les journaux en ont parlé. Un scandale qui a sali le nom Moreau comme de la boue sur un costume blanc. Maman, effondrée, m'a appelé pour la première fois depuis le dîner, Élise. Ma fille. C'est l'enfer ici. Camille risque la prison. Viens. S'il te plaît. On a besoin de toi. Besoin de moi. Après m'avoir effacé? J'ai répondu d'une voix douce, maman. Je suis à Paris. Avec mes deadlines. Mais dis à Camille que je prie pour elle. Prier. Le mot m'a fait ricaner intérieurement. Mes prières étaient des malédictions. Murmurées dans le noir. Au milieu de ce chaos orchestré. J'ai commencé à me fissurer. Les nuits sans sommeil laissaient place à des rêves hantés, des visions de la villa en flammes. Papa et maman dansant nus au milieu des cendres. Riant de ma solitude. Je me réveillais en sueur. Le cœur cognant. Et je me surprenais à douter. Était-ce vraiment de la justice? Ou juste une soif de sang qui me consumait? Karim. Sentant mon trouble lors d'une de nos rencontres dans un café enfumé de la Bastille. M'a posé la main sur le bras, Élise. Arrête avant que ça te bouffe. La vengeance? C'est comme le H, au début. Ça te fait planer. Après. Tes accros est vide. J'ai retiré ma main. Les yeux durs, trop tard. Karim. Ils ont commencé, je finis. Et la machine a accéléré. Mon blog a explosé. Rebaptisé L'héritage empoisonné. Avec des chapitres fictifs mais trop vrais, une novella en ligne où une fratrie se déchire pour un empire familial. Inspiré mot pour mot de nos secrets. Les lecteurs affluaient. Anonymes pour la plupart. Mais certains étaient des insiders lyonnais qui relayaient les fictions comme des vérités crues. Un soir, un email anonyme est arrivé, je sais qui tu es. Élise Moreau. Arrête. Ou je te dénonce. Mon sang s'est figé. Était-ce un piège? Un frère? Papa? J'ai répondu, prouve-le. Pas de suite. Mais le doute s'est insinué. Un ver dans la pomme de ma résolution. Pourtant. Je n'ai pas ralenti. J'ai visé plus haut, une interview fictive dans un podcast underground. Où une source proche révélait les dessous du testament Moreau. La Benjamine. Rayée pour l'instabilité. Mais qui est instable? Ceux qui punissent une fille pour avoir osé rêver. Les ondes ont porté ces mots jusqu'à Lyon. Et la villa a tremblé. Papa a subi un AVC mineur. Paraît-il au stress. Murmuraient les médecins. Maman m'a supplié au téléphone, reviens. Élise. Ton père. Il regrette. On peut tout arranger. Regretter? Trop tard. J'ai raccroché. Et pour la première fois. J'ai pleuré non pas de rage. Mais de vide. Car en les détruisant.
Je me détruisais aussi. Fil par fil. Jusqu'à ne plus savoir qui j'étais sous cette armure de haine. Les mois d'hiver ont apporté la neige sur Paris. Un manteau blanc qui étouffait les bruits de la ville mais pas ceux de ma tête. Antoine s'est suicidé? Non. Il a tenté. Une overdose de pilules dans un hôtel anonyme de la rue de Rivoli. Les journaux l'ont étouffé aux crises passagères pour un banquier de renom. Mais j'ai su. Laurent s'est terré dans un studio sordide à Grenoble. Vendant des assurances comme un commis voyageur. Camille. Sanctionné par le barreau. Attendait son procès dans une bulle de déni. Consultant des thérapeutes qui lui facturaient l'heure d'or. Et moi? J'étais la reine des ombres. Mais ma couronne pesait comme du plomb. Un matin de janvier. Une lettre est arrivée par coursier, l'enveloppe Kraft du notaire. Tachée de sueur froide. Dedans. Un avenant au testament, à Élise Moreau. En reconnaissance de ça. Résilience? Nous léguons la villa de Villefranche. Un geste de dernière chance? Ou un appât pour me faire taire? J'ai ri. Un son creux dans l'appartement vide. La villa. Symbole de leur pouvoir. Ne m'intéressait plus. Ce que je voulais. C'était le Rama nu. Exposé au grand jour. Et pour ça. J'avais un dernier coup, la vérité sur la naissance d'Antoine. Cette lettre d'adultère que maman avait cru enterrer. Je l'ai scannée. Anonymisée. Et envoyée à un journaliste du Monde. Un requin des scandales nommé Duval ou ironie du sort. Même nom que le notaire. L'article est sorti un mardi. Titre en gras, l'Empire Moreau, bâti sur un mensonge d'amour. La famille a implosé. Papa. Alité. Anié en bloc, maman s'est effondrée en larmes publiques, les frères et la sœur se sont entretués en accusations. Et moi. Depuis Paris. J'ai regardé le feu que j'avais allumé consumer tout. Mais au cœur des flammes. Une question me rongeait, qu'y reste-t-il quand la vengeance a tout pris? Le printemps revenait sur Paris comme un amant infidèle. Tiède et prometteur. Mais je n'y trouvais plus de chaleur. Mon corps était un vaisseau vide. Propulsé par l'adrénaline d'une guerre que j'avais déclarée seule. Les rues du Marais. Autrefois mon refuge. Me semblaient maintenant des couloirs de tribunal. Chaque passant un juge potentiel. J'avais gagné des batailles, l'empire familial en ruine. Les réputations en lambeaux. Mais la victoire avait le goût de cendre. Et le miroir me renvoyait une étrangère aux yeux creux. Aux lèvres pincées en un rictus permanent. Karim m'avait mis en garde. Lors de notre dernière rencontre dans ce café basque de la place des Vosges. Où l'odeur de Pinxo se mêlait à celle de la trahison. Élise. T'es en train de te noyer. C'est hack. C'est fuite. C'est pas du jeu. La police cyber pourrait te tomber dessus. J'avais haussé les épaules. Feignant l'invincibilité, qu'ils viennent. J'ai rien à perdre. Mais intérieurement, la peur rampait. Un serpent froid qui s'enroulait autour de mon cœur. L'email anonyme n'était pas un bluff, quelqu'un savait. Et ce quelqu'un guettait. Était-ce Camille? Avec ses connexions au barreau? Ou pire? Papa. Ce vieux lion qui, même affaibli, n'abandonnait jamais une proie? J'ai décidé de frapper plus fort. De passer de l'ombre à la lumière ou du moins à une semi-clarté qui les éblouirait. Mon blog L'héritage empoisonné avait muté en un podcast sensationnel. Les fissures du sang. Diffusé sur une plateforme underground. Chaque épisode était une confession voilée, des voix synthétisées lisant des extraits de mémoires familiaux que j'avais forgés à partir de vérités crues. Le premier. Sur Antoine.
Dépeignait un aîné déchu, rongé par l'ambition paternelle jusqu'à l'os. Il a vendu son âme pour un siège en cuir. Mais le diable ne rend jamais la monnaie. Les écoutes ont explosé, des influenceurs l'ont relayé. Et bientôt, Lyon bruissait de spéculation. Antoine, interné dans une clinique privée près d'Avignon. Nié par avocat interposé. Mais le mal était fait, son nom. Jadis synonyme de pouvoir. Puis et maintenant le scandale. Pour Laurent, j'ai choisi une approche plus chirurgicale. Grâce à un contact chez les impôts, un cousin éloigné que j'avais appâté avec une part des réparations fictives. J'ai fait remonter des preuves irréfutables de ses malversations. Pas seulement les prêts à sa maîtresse, mais un réseau de paradis fiscaux en Suisse, où il avait planqué des millions au nom de la banque. L'enquête fédérale a débarqué comme une tempête. Perquisition au siège de Moreau et Fils. Flash des photographes illuminant les façades comme des projecteurs de jugement dernier. Laurent a été arrêté en direct à la Bourse de Lyon. Menottes au poignet. Son costume froissé comme sa dignité. Les chaînes d'infos en boucle, héritier d'une dynastie bancaire impliquée dans une fraude massive. Papa, depuis son lit d'hôpital, a vu l'interview de Laurent. Brisé. Implorant, c'est un complot. Père. Quelqu'un nous cible. Papa. La voix faible mais venimeuse, trouve qui. Et écrase-le. Camille a été mon chef-d'œuvre intermédiaire. Son procès pour fraude était un cirque médiatique. Avec des témoins que j'avais encouragés à parler aux d'anciens clients floués. Des employés licenciés. Mais j'ai ajouté une couche personnelle, une révélation sur son rôle dans ma déshéritation. Dans un épisode spécial du podcast. Une voix intérieure, la mienne. Déformée au confessait, la sœur parfaite a rédigé ma sentence. Pour me protéger. Disait-elle. Mais la protection. Chez les Moreau. C'est un euphémisme pour l'oubli. Les auditeurs ont hurlé au scandale, des pétitions en ligne ont circulé pour rouvrir l'enquête sur le testament. Arguant d'abus de confiance. Camille. En robe noire au tribunal. A craqué sur l'estrade, larmes. Accusation contre une ombre malveillante. Le juge a suspendu l'audience, dehors. La foule scandait justice pour les oubliés. Maman m'a bombardé d'appels. Sa voix un filet de plus en plus ténue. Élise. Arrête ça. Ton père va mourir si ça continue. Reviens. On négocie. Négocier? Comme si j'étais une adversaire en salle de conférence. Pas leur fille qu'ils avaient jetée aux orties. J'ai répondu une fois. Froide, maman. Le passé ne se négocie pas. Il se juge. Elle a pleuré. Longuement. Et pour la première fois. J'ai senti une fissure en moi, était-ce de la pitié? Ou juste le poids de la solitude? La villa. Léguée dans l'avenant. M'attendait vide. Un mausolée de meubles Louis XV et de souvenirs empaillés. J'y suis allé un week-end. Sous un ciel azuréen impitoyable. Les clés tremblant dans ma main. L'air sentait le laurier et l'abandon, les volets claquaient comme des accusations. Dans le bureau de papa. J'ai trouvé son journal intime. Relié cuir. Page noircie d'une écriture rageuse. Élise m'a déçu dès le berceau. Trop sensible. Trop rêveuse. Elle ne survivra pas sans nous. Déçu. Le mot m'a frappé comme un coup de poing. C'était donc ça, non pas de l'amour défaillant. Mais une déception viscérale. Comme si ma simple existence était une faute. De retour à Paris. J'ai accéléré le tempo. Avec l'article du Monde sur l'adultère de maman. Le scandale a atteint son zénith.
Les tabloïds ont titré La dynastie Moreau, bâtie sur le sable d'un bâtard. Fouillant dans les archives pour exhumer des rumeurs sur la paternité d'Antoine. Papa. Sorti de l'hôpital contre avis médical. A tenu une conférence de presse pathétique, ceci est une calomnie. Ma famille est unie. Mais ses yeux, injectés de sang, trahissaient la panique. Les actions de la banque ont chuté de 40% en une semaine, des clients ont fui. Des partenaires ont rompu. Laurent. Libéré sous caution. S'est terré chez une tante à Dijon. Paranoïaque. Changeant de téléphone tous les jours. Antoine. Sorti de clinique. A sombré dans l'alcool. Titubant dans les rues de Lyon comme un fantôme de lui-même. Et moi? J'étais au centre de la tempête? Mais invisible? Un cyclone sans visage. Pourtant. Les doutes me rongeaient. Une nuit. Après un épisode particulièrement vicieux où j'accusais Camille d'avoir manipulé le testament pour son gain personnel. J'ai reçu un colis sans expéditeur, une photo de moi enfant. Souriant sur les genoux de papa. Avec au dos. Écrit à la main, tu étais notre joie. Pourquoi? La gorge nouée. J'ai brûlé la photo dans l'évier. Les flammes dansant comme des démons moqueurs. Était-ce maman? Un repentir sincère. Ou un piège pour me faire flancher? Karim m'a confronté dans un bar miteux du canal Saint-Martin. Son visage buriné par l'inquiétude. Élise. J'ai tracé l'email anonyme. C'est pas la famille. C'est un flic? Un keuf des stupes qui te surveille depuis des mois. Théac ont touché des lignes rouges au blanchiment. Peut-être. Mon estomac s'est retourné. La police? Pas pour la vengeance. Mais parce que mes fouilles avaient effleuré des trafics plus sombres, des connexions de la banque avec des cartels sud-américains. Des prêts occultes à des politiciens véreux. J'avais ouvert la boîte de Pandore sans le savoir. Et maintenant? Les monstres en sortaient pour moi. Pourtant. Je n'ai pas reculé. Au contraire. J'ai armé le coup final, un livre. Pas un pamphlet anonyme. Mais un roman à clé. Le sang des oubliés. Soumis à un éditeur parisien sous pseudonyme. L'histoire d'une Benjamine déshéritée qui démonte sa famille pierre par pierre. Avec des détails si précis qu'il coupait comme des rasoirs. L'éditeur a mordu, le contrat est arrivé par mail. Avec une avance modeste mais réelle. C'est du génie noir. Élise. Ou qui que vous soyez. Publication prévue pour l'automne. Ce serait la bombe, pas de fuite numérique. Mais un pavé imprimé. Distribué en librairie. Lu dans les salons bourgeois de Lyon. Mais avant ça. Un dernier assaut personnel. J'ai rendu visite à papa à l'hôpital de la Timone à Marseille. Où il avait été transféré pour un suivi cardiaque. Pas en ennemi. Non en fille prodigue. Avec un bouquet de roses blanches. Symbole de pureté moqueuse. Il était frêle dans son lit. Des tubes serpentaient comme des veines artificielles. Ses yeux voilés par la morphine. Élise, a-t-il murmuré. La main tendue. J'ai pris sa paume. Froide comme un marbre funéraire. Père. On doit parler. Il a hoché la tête. Faible. J'ai sorti mon téléphone. Et j'ai joué l'enregistrement du dîner, sa voix. Claire. Annonçant mon exclusion. Ses yeux se sont écarquillés, une larme a coulé. Pourquoi? Papa? Parce que je n'étais pas comme eux. Il a toussé. Le souffle rauque, tu étais. Trop libre. Tu nous faisais peur. Peur.
Le mot a résonné comme une absolution tordue. J'ai éteint l'appareil. Et pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le monstre, un vieillard terrifié par ce qu'il avait bâti. Dehors, sous un ciel provençal d'azur impitoyable, j'ai pleuré pour de bon. Pas pour lui. Pas pour eux, pour l'enfant que j'avais été. Effacé avant même d'exister. La vengeance m'avait libéré. Mais à quel prix? Le livre serait mon testament à moi. Une catharsis publique. Mais en rentrant à Paris, un appel de Karim, Élise. Fuis. Les flics bougent. Ils ont tonipé. Le serpent de la peur s'est resserré. La chasse était ouverte. Et cette fois, j'étais la proie. Fuir Paris en été. C'est comme quitter un amant toxique, on sait que c'est nécessaire. Mais chaque rue familière tire sur les cordes du cœur. J'ai plié bagages en hâte, abandonnant mon bureau du 11e pour un train de nuit vers le sud. Direction une planque que Karim m'avait dégotée dans les Alpilles. Un mas isolé près de Saint-Rémy-de-Provence. Reste discret. Élise. Pas d'ordi. Pas de faune. Juste le vent et les cigales. Facile à dire pour lui. Ce nomade digital qui slalomait entre les serveurs comme un fantôme. Moi. J'étais ancré dans mes obsessions. Un encre rouillée qui me tirait vers le fond. Le mas était un havre rustique, mur de pierre ocre. Volets bleus écaillés. Un puits asséché au milieu de la cour où les lézards dansaient sous le soleil implacable. Pas de Wi-Fi. Pas de voisins, juste le chant des grillons et le poids de mes pensées. Les premiers jours, j'ai erré comme une âme en peine, ramassant des herbes sauvages pour des tisanes amères, écrivant à la main dans un carnet usé les chapitres manquants de mon livre. Le sang des oubliés prenait forme. Un récit cathartique où la narratrice, une Élise fictionnelle, dépeignait la famille comme un théâtre d'ombre, papa le tyran bienveillant, maman la marionnettiste, les frères les pantins ambitieux, la sœur la traîtresse masquée. Chaque mot était une lame, taillée dans la chair de mes souvenirs. Mais au fur et à mesure, la fiction saignait dans la réalité. Et vice-versa. Les nouvelles de Lyon filtraient par bribes, via un vieux transistor que j'avais déniché dans une malle poussiéreuse. La banque Moreau et Fils vacillait. Racheté par un fonds qatari pour une bouchée de pain, papa. Renvoyé du conseil d'administration. Végété dans la villa devenue un fardeau fiscal. Maman avait fait une tentative de suicide pilule et vin. Sauvée in extremis par une femme de ménage. Et Camille, condamnée à 5 ans avec sursis, s'était réfugiée dans un couvent des environs d'Arles, cherchant la rédemption dans des prières que je savais hypocrites. Antoine errait en Europe. Un vagabond ruiné, Laurent, en attente de procès, avait sombré dans la dépression. Soigné à domicile par une infirmière qui le volait à son tour. Ironie du sort, leur proie était devenue les chasseurs. Pourtant, dans le silence du mas, la victoire sonnait creux. Je revivais le dîner fatal en boucle. Ses sourires figés. Cette enveloppe comme un coup près. Pourquoi m'avait-il invité? Vraiment? Pas pour l'annonce, ils auraient pu l'envoyer par courrier. Non. C'était une mise en scène. Un rituel pour asseoir leur supériorité. Me forcer à avaler la leçon de l'acceptation. Et j'avais mordu. Non pas par faiblesse, mais par l'illusion d'un lien. La psychologie des Moreau, tout était calcul. Même l'affection. Papa m'avait enseigné ça dès l'enfance. Avec ses leçons sur l'équilibre des forces en affaires. L'amour, Élise, c'est un investissement. Si le rendement est nul,
On diversifie. Les nuits étaient les pires. Hanté par des cauchemars où je marchais dans la villa en feu. Les murs fondant comme de la cire. Et eux, mes bourreaux, me tendaient les mains depuis les flammes. Suppliant. Je me réveillais en hurlant. Le drap trempé. Et je courais dehors. Pieds nus sur la terre craquelée. Jusqu'à l'épuisement. C'est là, sous les étoiles provençales indifférentes, que j'ai commencé à me défaire. La vengeance n'avait pas seulement brisé la famille, elle m'avait isolé dans une bulle de glace, où chaque émotion était filtrée par la haine. Qui étais-je sans eux haïr? Une correctrice anonyme. Une rêveuse ratée? Ou pire, une orpheline volontaire? Qui avait tué ses fantômes pour se retrouver seul avec les siens? Un matin, alors que je cueillais des figues dans le jardin envahi. Un bruit de moteur a brisé le silence, une voiture. Une vieille Peugeot cabossée. Crachotant sur le chemin de terre. Mon cœur a bondi. Les flics? Karim en cavale? Non, c'était maman. Elle en est sortie comme un spectre. Voilée d'un châle noir. Les traits tirés. Les yeux gonflés par des larmes séchées. Élise, a-t-elle murmuré. La voix un fil ténu. Je suis resté figé. Un figue à moitié mangé dans la main. Le jus sucré coulant sur mes doigts comme du sang. Qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je craché. La gorge serrée. Elle a avancé. Chancelante, je t'ai cherché. Partout. Le notaire. Il a dit pour la villa. Et les rumeurs. C'est toi. N'est-ce pas? Je l'ai laissé entrer. Par pitié ou curiosité morbide. Et nous nous sommes assises à la table rustique. Un thé fumant entre nous comme une barrière fragile. Elle a parlé pendant des heures. Un flot de confessions que j'aurais dû enregistrer. Mais que j'ai écouté en silence. Le cœur un point serré. L'adultère avec l'amant de 1992? Un cri de désespoir dans un mariage arrangé. Avant la naissance d'Antoine, ton père le savait. Élise. Il l'a accepté pour l'héritage de son propre père. La déshéritation? Une idée de Camille. Oui. Mais validée par papa pour te motiver à revenir. Motiver. Le mot m'a fait bondir, me motiver? En me jetant comme une ordure? Elle a pleuré. Les mains tremblantes, on s'est trompé. Tu étais notre faiblesse. La seule qui osait aimer sans calcul. Et on t'a puni pour ça. Ces mots ont ouvert une brèche. Un gouffre où ma rage s'est noyé dans la confusion. Était-ce vrai? Une excuse tardive. Ou un dernier mensonge pour me désarmer? Elle a sorti une boîte. Usée par les ans, des lettres. Des photos. Des bijoux de mon enfance. Pour toi. Tout ça t'appartient. Parmi elles. Une mèche de mes cheveux de bébé. Attachée d'un ruban fané. Maman l'a caressée, tu étais si belle. Si pure. Pure. Le mot m'a brisé. J'ai pleuré avec elle. Pour la première fois depuis des années. Un sanglot primal qui secouait mon corps comme une tempête. Nous avons parlé jusqu'au crépuscule. Déterrant les cadavres, les avortements forcés de maman avant Antoine. Les pressions de papa pour produire un mâle. Ma propre naissance comme un bonus inattendu. La famille Moreau n'était pas un empire, c'était une prison dorée. Bâtie sur des silences et des sacrifices. Elle est repartie au matin. Me laissant la boîte et une promesse, change le testament. Tout pour toi. Élise. Et pardonne. Pardonne. Le mot résonnait comme un écho moqueur. Seul dans le mas. J'ai ouvert mon carnet. Et au lieu de vengeance.
J'ai écrit une fin alternative pour le livre, la narratrice. Confrontée à la vulnérabilité de sa mère. Choisit la reconstruction plutôt que la destruction. Mais la réalité rattrapait la fiction. 2 jours plus tard. Karim a débarqué. Essoufflé. Un sac à dos bourré de cash et de faux papiers. Élise. C'est la merde. Les flics ont percuté ton réseau. Ils savent pour les hacks. Un mandat est lancé. Mon sang s'est glacé. La fuite n'était plus une option, c'était une sentence. Nous avons fui plus au sud. Vers la frontière italienne. Slalomant sur des routes secondaires sous un soleil qui cognait comme un interrogatoire. Dans la voiture. Radio allumée. Les nouvelles, papa mort d'une seconde crise cardiaque. Terrassé par le chagrin et le scandale. L'héritier des Moreau s'éteint dans la tourmente. Maman. Effondrée. Hospitalisée. Camille. En fuite après violation de sursis. Les frères. Dispersés comme des feuilles mortes. Et moi. Fugitive. Avec un livre qui n'avait plus de sens. La vengeance avait gagné. Mais à quel prix? En traversant les Alpes. J'ai jeté mon carnet par la fenêtre. Les pages voletant comme des aveux avortés. Pour la première fois. J'étais libre mais libre comme un oiseau sans ailes. Planant vers l'inconnu. L'Italie m'a accueilli comme une maîtresse volage, beautés enivrantes. Danger tapis dans l'ombre des ruelles pavées. Avec Karim. Nous nous sommes posés à Gênes. Dans un appartement en location sous un nom d'emprunt, Sofia Rossi. Une veuve italienne fuyant ses fantômes. La ville portuaire. Avec ses odeurs de sel et de fret. Était un camouflage parfait, anonyme. Bruissante. Indifférente aux âmes perdues. Karim. Ce hacker au cœur tendre. A pris les rênes, connexion VPN. Faux passeport. Un petit boulot de barman dans un bistrot du Vieux-Port pour payer les factures. Moi. Gérais. Un spectre en jean et basket. Visitant les églises baroques où les madones pleuraient des marbres larmoyants. Miroir de mon âme en miettes. La mort de papa a été le déclencheur. Les journaux transalpins en parlaient comme d'un soap-opéra français, scandale financier et familial, le patriarche Moreau emporté par le poids de ses secrets. J'ai lu l'article dans un cybercafé enfumé. Les doigts tremblants sur la souris. Et pour la première fois. La rage s'est muée en un deuil âcre. Pas pour l'homme qu'il avait été ce despote en costume. Mais pour l'illusion d'un père que j'avais porté comme un fardeau. Maman. En deuil. Avait vendu la villa pour payer les dettes, les obsèques étaient un cirque discret. Boycotté par les anciens alliés. Camille y était allée seule. Voilée de noir. Murmurant des prières pour un pardon qu'elle n'obtiendrait jamais. Karim m'a trouvé effondré sur le lit ce soir-là. Les joues salées. Élise. C'est fini. Laisse tomber. Fini? La vengeance était une addiction. Et le sevrage me tordait les tripes. Non, ai-je murmuré. Les yeux rivés au plafond craquelés. Il reste Camille. Ma sœur. Cette vipère en tailleur. Avait fui le couvent pour se terrer à Monaco. Vivant sur des restes de comptes offshore que Laurent avait omis de vider. Elle complotait un retour. Paraît-il, un livre de révélation pour laver son nom. Accusant une conspiratrice externe moi. Bien sûr. L'idée m'a fait grincer des dents. Elle voulait réécrire l'histoire? Je la lui arracherai des mains. Avec prudence. Nous avons relancé les moteurs. Karim. Depuis un safe house à Milan. A piraté ses communications, email codé à un avocat véreux.
Plan pour un tel hall qui peignait les Moreau en victime d'une fille ingrate. Ingrate. Le mot m'a incendié. J'ai rédigé une contre-attaque, des leaks ciblés à la presse monégasque. Révélant ses propres magouilles post-scandale, un chantage à un ex-client pour financer sa cavale. Les tabloïds ont mordu, une photo d'elle. Hagarde dans un casino. A fait la une, l'avocate déchue joue sa dernière carte. Camille a riposté par un communiqué larmoyant, ma famille a été détruite par la trahison. Je cherche la paix. Paix. Comme si elle en avait jamais connu. Mais le vrai coup est venu d'Antoine. Mon frère aîné. Ce colosse brisé avait refait surface en Toscane. Dans un village paumé près de Sienne. Soigné par une guérisseuse nuage qui le gavait de tisanes et de thérapies douteuses. Karim a intercepté un appel, Élise. C'est Toto. Je sais que c'est toi. Les flics me l'ont dit. Avant de me lâcher. Sa voix était un râle. Alcoolisé. Suppliant. Reviens. On peut tout effacer. Papa est mort. Mais on est encore une famille. Famille. Le mot m'a noué la gorge. J'ai répondu. La voix masquée, trop tard. Antoine. Tu as pris ta part, maintenant. Assume. Il a ri. Un son cassé, tu nous étends. Où tu te hais. Toi. Viens me voir. À Sienne. Dernière chance. J'ai hésité. 3 jours de tourments où Gênes me semblait une prison. Karim a secoué la tête, c'est un piège. Ou pire. Une rédemption que tu ne veux pas. Mais la curiosité ou le masochisme l'a emporté. Nous avons roulé vers l'intérieur. Les collines toscanes se déroulant comme un tapis de vignes et de cyprès. Un paysage qui hurlait la Renaissance mais me renvoyait à ma stérilité. Sienne était une fournaise médiévale. Ses ruelles étroites canalisant la chaleur comme des veines en feu. Antoine m'attendait dans une trattoria anonyme. Au fond d'une cour ombragée. Amaigri. Barbu. Les yeux injectés comme ceux d'un naufragé. Nous nous sommes regardés longuement. Sans mots. Jusqu'à ce que le serveur pose 2 verres de Chianti rouge comme du sang. Tu as gagné. Petite sœur, a-t-il dit enfin. La voix rauque. La banque. Partie. Ma femme. Partie. Les gosses me haïssent. Et toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? J'ai siroté le vin. Âpre sur la langue, la vérité. Vous m'avez effacé, je vous ai rendu visible. Il a hoché la tête. Amer, papa nous a tous effacés. Élise. Moi le premier. Ce bâtard. Maman me l'a avoué un soir. Bourré. Tu n'es pas son sang. Mais tu es mon empire. Empire. Le mot a résonné. Et pour la première fois. J'ai vu Antoine non comme un ennemi. Mais comme un frère martyré. Forgé dans le même feu. Nous avons parlé jusqu'à la nuit. Dévidant le fil des ans, ces fusions forcées. Ces adultères pour combler le vide. Ma fuite comme un cri qu'il enviait secrètement. J'aurais voulu être toi, a-t-il avoué. Les larmes coulant dans son verre. Libre de tout ça. Libre. L'aveu m'a désarmé, la haine s'est effritée. Laissant place à une fatigue cosmique. Au matin. Je l'ai laissé là. Avec une étreinte maladroite et une promesse, écris ton histoire. Toto. Pas la mienne. En roulant vers Gênes. J'ai appelé Karim, stop les leaks. C'est fini pour Antoine. Mais Camille rôdait encore. Ses emails piratés montraient une escalade, elle contactait des détectives privés.
traquant ma piste jusqu'en Italie. Trouvez-la. Elle paiera. Karim a renforcé les défenses. Mais le filet se resserrait. Une nuit. Des coups à la porte, pas les flics. Mais Laurent. Mon frère cadet. Squelettique. Les yeux fous. S'est jeté dans mes bras, Élise. Les keufs m'ont libéré. Mais il parle de toi. Extradition. Cache-moi. Laurent. Le calculateur. Réduit à un mendiant. Je l'ai fait entrer. Et nous avons partagé un repas frugal, pain, olives, vin aigre. Ces confessions ont coulé, ces détournements n'étaient pas de la cupidité. Mais une fuite d'un mariage toxique. Un cri étouffé contre papa. Tu as raison de nous haïr. Mais elle lui. Pas nous. La nuit a apporté la tempête, tonnerre sur la mer ligurienne. Éclairs zébrant le ciel comme des jugements. Laurent a pleuré. Racontant comment Camille l'avait piégé dans la fraude. Le forçant à signer pour couvrir ses propres erreurs. Elle est le poison. Élise. Pas toi. Au lever du jour. J'ai pris une décision, confronter la source. Avec Laurent en remorque. Nous avons filé vers Monaco. Une virée nocturne le long de la côte. Les phares trouant l'obscurité comme des yeux accusateurs. Monaco scintillait. Un joyau factice sur la mer. Ces casinos vomissant des fortunes gagnées sur le dos des dupes. Camille nous attendait dans un hôtel discret de la Condamine. Alerté par un mouchard ou peut-être Karim. Ou pire. Un de nous. Elle était pâle. Défaite. Mais les yeux encore acérés comme des lames. Élise. Frère. Nous nous sommes assis dans le lobby. Sous les lustres de cristal qui pleuraient leur lumière froide. C'est toi qui as tout orchestré, a-t-elle accusé. La voix un sifflement. J'ai souri. Froid, et toi qui as rédigé ma mort civile. Pourquoi? Camille? Peur que je prenne ta couronne? Elle a ri. Un son brisé, couronne? C'était une chaîne. Papa nous forçait tous à performer. Toi. Tu as fui, moi. J'ai endossé le rôle pour survivre. Le testament? C'était pour te forcer à revenir. À nous rejoindre. Pas pour te punir. Survivre. Le mot a suspendu le temps. Était-ce vrai? Une manipulation tordue. Ou un aveu? Laurent a craqué, mensonge. Tu m'as piégé. Camille. Pour ton avancement. La dispute a éclaté. Voix basse mais venimeuse. Un pugilat verbal qui a attiré les regards des concierges. Et là. Dans le chaos. La vérité a surgi, Camille n'était pas la vipère, elle était la victime désignée. Sacrifiée sur l'autel des ambitions familiales. Portant le poids pour nous tous. Je t'ai haï pour ta liberté, a-t-elle murmuré. Mais en te déshéritant. Je t'ai libéré pour de bon. Nous avons pleuré. Là. Dans ce lobby impersonnel. Un trio brisé se recousant à la va-vite. Pas de pardon total, les cicatrices saignaient encore. Mais un armistice. Karim. Alerté. Nous a exfiltrés vers la France. Contournant les barrages. Les flics? Un accord tacite en échange de silence sur les gros poissons de la banque. Ils ont enterré mon dossier. Maman? Sortie de l'hôpital. Nous a rejoints dans le mas provençal. Un squelette de famille se reformant autour d'un feu de cheminée. La vengeance s'est éteinte comme une braise. Laissant des cendres fertiles.
J'ai réécrit le livre, non plus un pamphlet, mais une saga sur la rédemption. Publiée sous mon nom. Les fissures guéries. Les critiques ont salué un drame familial d'une profondeur psychologique rare. Et nous? Les moraux survivants. Nous avons vendu les restes. Partagé équitablement. Et appris à vivre sans empire juste avec des liens rapiécés. Fragile mais vrai. L'automne italien s'étirait en teintes ocre et or. Un tapis de feuilles mortes sous lequel j'enterrais les derniers lambeaux de ma haine. De retour en France légalement. Cette fois. Avec un non-lieu pour vice de procédure. J'ai repris racine à Paris. Mais un Paris transfiguré, plus de marais étouffants. J'ai élu domicile dans un loft aérien de Montmartre. Avec vue sur la butte sacrée et ses artistes errants. Le livre est sorti en trombe. Un best-seller inattendu qui a catapulté Élise Moreau dans les salons littéraires. Ces arènes où les mots valent plus que l'or. Les interviews pleuvaient. Comment avez-vous transformé la trahison en triomphe, demandait-il. Yeux avides. Je souriais. Énigmatique, en choisissant la vérité sur la destruction. La famille. Ce qu'il en restait. S'est réinventé dans la douleur et la tendresse naissante. Maman, veuve éplorée, a vendu la villa pour fonder une fondation en mémoire des oubliés. Un refuge pour les enfants déshérités. Ironie poétique qui me faisait sourire. Elle vivait maintenant à Lyon dans un appartement modeste. Entourée de livres et de petits-enfants sporadiques. Apprenant à être grand-mère sans le poids des attentes. Antoine. Sobre depuis 6 mois. Gérait une petite librairie à Sienne. Vendant des éditions rares et des rêves d'ailleurs, il m'envoyait des cartes postales. Des haïkus maladroits sur la seconde chance. Laurent. Libéré après un plaidoyer de culpabilité minimisé. Enseignait l'économie éthique dans un lycée de Grenoble. Sa femme revenue par pitié ou amour résiduel. Et Camille? Ma sœur. La plus blessée. Avait passé ses sursis en thérapie. Émergeant comme une avocate des droits humains. Défendant les victimes de fraude familiale. Nous dînions ensemble. Tous les mois. Dans des brasseries anonymes. Partageant non plus des biens. Mais des histoires vraies. Cette fois. Pourtant. La paix n'était pas un fleuve tranquille, c'était des remous constants. Des nuits où les fantômes du testament me visitaient encore. Je revoyais l'enveloppe jaune. Le sourire de papa. Et je me demandais, aurais-je pardonné sans la vengeance? La réponse était un non catégorique. Mais tempéré, la haine m'avait mené au bord du précipice. Et c'est le regard de maman. Dans ce mas provençal? Qui m'en avait tiré? La psychologie humaine. Cette garce imprévisible nous pousse aux extrêmes pour mieux nous ramener au centre. J'avais été d'une pierre deux coups, destructrice et guérisseuse. Une correctrice de destin qui avait réécrit non seulement le leur, mais le mien. Karim. Mon sauveur digital. Avait filé aux États-Unis. Silicon Valley l'appelant pour des jobs légaux en cybersécurité. T'es une légende. Élise m'avait-il dit avant de partir? Un câlin bourru sur le quai de la gare de Lyon. Mais souviens-toi, le code le plus fort. C'est celui qu'on efface pour recommencer. J'ai ri. Les yeux humides, et si je réécris un autre livre? Il a haussé les épaules, faire un feel-good. Le monde en a marre des drames. Le lancement du livre. Au printemps suivant. Fut un vortex de flash et de toast. La librairie Gallimard bondait. Des critiques en tailleur chic sirotant du champagne. Des fans anonymes tendant des exemplaires pour une dédicace. À Élise. Qui a su transformer la douleur en lumière, ai-je écrit. Encore et encore. Le poignet endolori mais le cœur léger. Maman était là.
Élégante dans un ensemble perle. Serrant des mains avec une grâce retrouvée. Camille. À mes côtés. Murmurait, Pro of You. 6. Antoine et Laurent. En visio depuis l'étranger. Levait des verres virtuels. Toute la famille ou ce qu'il en restait unis non par le sang ou l'argent, mais par les cicatrices partagées. Ce soir-là. Seul dans mon loft. J'ai ouvert une bouteille de Château Margaux, un clin d'œil au dîner fatal et j'ai porté un toast au miroir, à toi. Élise. L'invisible devenu inoubliable. Les lumières de Paris scintillaient en bas. Un tapis d'étoiles terrestres. Et pour la première fois, je me suis senti chez moi. La vengeance? Un chapitre clos. Un feu de camp qui avait réchauffé avant de s'éteindre. Ce qui restait, c'était la vie, brute. Imparfaite? Mais nôtre. Des mois plus tard. Une lettre est arrivée au posthume. De papa. Écrite avant sa seconde crise. Cachetée par le notaire. Ma fille chérie. Si tu lis ceci, c'est que j'ai failli. Le testament était une erreur. Un test stupide pour te ramener. Pardonne ton vieux fou. Tu étais toujours la plus forte. Hérite de ça, vie libre. Les larmes ont coulé. Libératrice. Je l'ai brûlée dans la cheminée. Les cendres s'envolant par la fenêtre vers la nuit parisienne. Et maintenant? J'écris encore. Corrigeant les textes des autres pour mieux polir les miens. La famille se réunit pour Noël à Lyon. Dans l'appartement de maman. Avec des dîners bruyants et des rires qui pansent les plaies. La vengeance m'a appris une leçon gauloise, dans la vie. Comme en amour. On peut tout perdre et tout regagner. Tant qu'on ose regarder le monstre en face et parfois l'embrasser. Car au bout du compte, le vrai héritage n'est pas dans les biens, mais dans les histoires qu'on se raconte pour survivre. Et la mienne, enfin, est une de résilience. Pas de ruine.